Attention, je vais plomber l'ambiance. L'effondrement du climat a commencé. Les scientifiques ont depuis longtemps mis en garde contre les conséquences de notre dépendance aux combustibles fossiles. Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face, avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent tous les coins de la planète. La hausse des températures exige un sursaut d'action. Les dirigeants doivent maintenant faire monter la pression pour trouver des solutions aux problèmes du climat. Nous pouvons encore éviter le pire du chaos climatique et nous n'avons pas un instant à perdre. Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire là, maintenant? Ce message, c'est celui que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a publié le 6 septembre 2023, après l'été caniculaire. Il veut créer un électrochoc. Il espère nous faire changer nos modes d'alimentation, nos modes de transport, réduire notre consommation d'énergie, réduire notre consommation tout court. En bref, il espère nous faire passer à l'action. Moi, je vous avoue, ça m'a complètement déprimée. J'avais envie d'aller m'enfouir sous ma couette et de tout oublier. Et je crois que je ne suis pas la seule. Je m'appelle Valérie Masse et depuis 10 ans, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à réduire leurs émissions de CO2. Et les gens que je croise me disent avoir la même réaction. Tenez par exemple, l'une de mes clientes, on l'appellera Justine, est à la tête d'une filiale d'une grande entreprise. Chaque année, elle est invitée à un colloque de dirigeants et cette année, le thème, c'est le réchauffement climatique. Et là, c'est la claque. Elle prend conscience de l'ampleur du problème. Et elle déprime. Que peut-elle donc bien faire? Elle voit bien l'impact de son entreprise sur la planète. Mais que faire? Elle se sent coincée par ses objectifs de rentabilité. Tenez, autre exemple. L'un de mes proches, je l'appellerai Jean-Pierre, a assisté à une conférence sur le réchauffement climatique. Il est sorti de là, le moral dans les chaussettes. Depuis, il m'a avoué éviter le sujet qui le met mal à l'aise. À chaque fois qu'il voit la mention climat sur les réseaux sociaux, il scrolle. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on entend parler du climat, c'est la plupart du temps en mode négatif. Tout va mal. C'est déjà trop tard. Et bien moi, perso, ça a tendance à me faire fuir. Alors pourquoi ce négatif? Alors déjà, parce que le sujet fait peur, c'est clair. Mais aussi parce qu'on pense que pour faire passer les autres à l'action, il faut jouer sur des émotions comme la peur, la colère ou la culpabilité. Et c'est vrai, ce sont des émotions qui poussent à l'action. La peur prépare à fuir. Mais dans le cas du climat, à fuir quoi? Où? On ne peut pas fuir le réchauffement climatique. La colère prépare à attaquer. Mais dans le cas du climat, attaquer qui? Tout le monde? Personne? La culpabilité prépare à se soumettre. Alors en vrai, se sentir coupable pousse en général une personne à se défendre et donc à justifier sa position, ce qui n'encourage pas à changer. Les messages de peur sensibilisent les gens, c'est clair. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas la majorité. Quand je regarde autour de moi, j'observe que beaucoup de gens évitent ou ignorent des messages, comme Jean-Pierre, ressentent une énorme éco-anxiété, comme Justine,
ou encore se disent « carpe diem ». Puisqu'on va bientôt mourir, ben profitons-en. Et ça ne fait qu'accélérer le réchauffement climatique. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'on veuille. Alors, pour lutter contre le réchauffement climatique, de quoi a-t-on besoin? Une chercheuse américaine, Barbara Fredrickson, a démontré que si les émotions négatives limitent nos comportements à ceux qui sont utiles à notre survie, les émotions positives, elles, comme la joie, la gratitude, la sérénité, le plaisir, nous permettent de voir plus large, nous rendent plus flexibles, plus ouverts aux informations extérieures, nous aident à être plus créatifs, plus enclins à travailler en collaboration. Alors pour lutter contre le réchauffement, de quoi a-t-on besoin? On a besoin de la joie qui favorise la créativité et qui nous permet de dépasser nos limites. On a besoin de l'intérêt qui nous encourage à explorer, à rechercher de nouvelles expériences, de nouvelles informations, à nous impliquer personnellement, à coopérer. On a besoin de la fierté qui nous incite à partager nos réalisations avec les autres, ce qui leur donne envie d'essayer et à soi envie d'aller plus loin. Mais comment on parle? Comment on génère des émotions positives en parlant de climat? Eh bien, en montrant ce qui fonctionne, en montrant ce qui marche, ce qui avance. Et j'ai une super bonne nouvelle pour vous ce soir. Il y a beaucoup de choses qui progressent. Tenez, ça vous dirait que je réécrive le discours d'Antonio Guterres en m'appuyant sur les bonnes nouvelles dont je vous parle? Ça donnerait quoi? J'ai beaucoup d'espoir. Je crois qu'en nous y mettant collectivement, on peut enrayer le réchauffement climatique. De tout temps, nous avons réussi de grandes choses. 3 exemples me donnent beaucoup d'espoir. Vous avez entendu parler du trou de la couche d'ozone? Eh bien, depuis 2018, il serait en voie de guérison. En 2050, il ne devrait plus exister du tout. C'est pas incroyable ça? On a collectivement réussi à résoudre un problème de taille. Deuxième exemple. Vous le savez, les scientifiques ont étudié différents scénarios de réchauffement de la planète. Ils ont même été jusqu'à évoquer le pire, un réchauffement de 6 degrés. Eh bien, grâce à la dynamique insufflée par les COP, ce scénario a définitivement été écarté par les experts du GIEC. N'est-ce pas la preuve qu'on peut réussir à enrayer le réchauffement climatique? Troisième exemple. En 1983, le Costa Rica présentait le plus haut taux de déforestation au monde. Aujourd'hui, grâce aux programmes étatiques et aux ONG, non seulement la déforestation est finie, mais sa forêt a doublé de surface. Alors allons-y, retroussons nos manches. Chacun est utile. Nous allons réussir. Ça vous provoque quelles émotions? Moi, ça me provoque de l'espoir, de l'élan, de l'énergie. Je me dis que c'est possible. Alors, je ne vous parle pas de faire la politique de l'autruche ou du bisounours et de dire et de nier tout ce qui va mal. Non. Je vous propose de rétablir un juste équilibre. Montrer aussi bien ce qui ne va pas que ce qui va, pour donner de l'espoir et envie d'agir. Les médias et même notre cerveau ont tendance à nous présenter avant tout ce qui ne va pas. On parle assez rarement des trains qui arrivent à l'heure. Et pourtant, la réalité, elle est faite de positifs et de négatifs. Alors pour contrebalancer la négativité ambiante, nourrissons-nous de positifs pour le partager largement autour de nous. Ne vous inquiétez pas, il y aura suffisamment de personnes pour montrer tout ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, raison de plus pour redoubler d'efforts. On a besoin de gens qui partagent de l'espoir.
Alors on me demande souvent comment je fais pour être positive sur ces sujets, alors qu'il y a tant de mauvaises nouvelles et tant de risques à venir. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai découvert que c'est parce que j'agissais. J'ai même découvert plusieurs choses surprenantes. L'une d'entre elles concerne notre pouvoir à chacun d'entre nous. Vous avez sans doute entendu parler de la fable du colibri racontée par Pierre Rabhi, qui invite chacun, face à un péril collectif, à faire sa part, même quand notre contribution semble insignifiante. Et je me suis toujours dit, si ma contribution est insignifiante, à quoi ça sert? Et puis j'ai eu une discussion avec un expert du GIEC, François Gémen, qui m'a rappelé une chose très importante. Chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré a le pouvoir de nous emmener vers la catastrophe. Mais chaque dixième de degré gagné peut nous sauver. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque action est importante, peu importe par quoi nous commençons, peu importe la quantité de CO2 que nous réduisons. Chaque action est importante. Et ça va même encore plus loin. J'ai pu assister dans mon entourage à un phénomène très marrant. Un simple salarié d'une entreprise de 15 personnes a décidé, pour des raisons personnelles, d'arrêter de prendre l'avion. Il a obtenu de son patron que ses déplacements internationaux se fassent en train. Le patron a accepté parce que c'était important pour son salarié, mais sans trop s'y intéresser. Et puis le salarié a décidé de proposer d'instaurer du tri dans les bureaux et même un compost. Et progressivement, j'ai vu que le regard du patron a changé. Progressivement, je l'ai vu s'intéresser à ce que faisait son salarié. Et d'ailleurs, il a même changé ses habitudes. Il a pris le train pour aller à des réunions à l'étranger. Il a généralisé le tri dans les bureaux. Et il a même été hyper fier de montrer à son bailleur leurs essais en matière de compost. Et donc, j'ai compris quelque chose de très important. Même si on a une contribution insignifiante, on a un pouvoir d'influence. Oh, pas en voulant convaincre les autres, non, juste en faisant. Parce que oui, en faisant, on montre qu'une autre réalité est possible. Aller à Berlin en train, par exemple, et pas en avion. Parce que oui, en faisant, on montre les bénéfices personnels qu'on en retire et ça donne envie aux autres. Parce que oui, en faisant, on crée une nouvelle norme. Alors, j'ai compris qu'on avait plus de pouvoir que nous le pensions. Pas forcément le pouvoir de changer les choses radicalement à notre échelle, mais le pouvoir de changer le regard des autres. Parce que quand nous changeons, nous influençons tous ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, nos enfants, nos collègues. Alors que faire si je vous dis arrêtez de manger de la viande? Arrêtez de prendre l'avion. Baissez la température de votre logement. Ça vous donne envie de faire quelque chose? Eh bien, en fait, j'ai découvert un truc formidable. Au lieu de retirer des choses dans notre vie, il est préférable d'en ajouter. Oui, je le redis, il est préférable d'ajouter des choses plutôt que de les enlever. J'ai une amie qui m'a raconté que pendant le confinement, elle avait découvert un site de recettes super chouettes. Alors elle les a testées et elle a effectivement découvert qu'elles étaient gourmandes, savoureuses, jolies à regarder. Alors elle en a fait de plus en plus et progressivement, elle a remplacé ses recettes habituelles par ces recettes qui avaient plus de goût et qui étaient plutôt faciles à faire. Il se trouve que c'était des recettes végétariennes. Et donc, peu à peu, à force d'ajouter ces recettes végétariennes, elle a réduit sa consommation de viande. Elle ne s'est pas forcée, elle a juste cherché à se faire plaisir. Et ben moi, j'ai décidé d'ajouter de la marche et du vélo dans ma vie, pour faire du sport et pour réduire ma sédentarité.
Comme je ne fais pas des déplacements pour des déplacements, bah, j'ai remplacé certains trajets par de la marche et du vélo. Et donc, j'ai réduit mon usage de la voiture. Alors j'avais un premier secret à vous confier. Soyez curieux. Testez de nouvelles choses. La recette magique, c'est d'ajouter quelque chose dans nos vies de nouveau qui nous fait plaisir. Tester des recettes super chouettes, tester le vélo. Parce que quand quelque chose nous fait plaisir, on a envie de le refaire et on a envie d'en parler autour de soi. En fait, je crois que le vrai secret que j'avais envie de vous confier aujourd'hui, c'est on a plus de pouvoir que nous le pensons. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Le pouvoir de la contagion sociale. Parce que quand on est enthousiaste, on contamine les autres. Alors, vous commencez par quoi?